Bon, amusez-vous bien, détendez-vous. Merci. C'est non stress. Hein. Ce n'est que de la radio. Allez, version radio. T'as mis la version longue ou pas? Je vais la voir, t'as piqué mon sac. Ah bah oui, parce que tu l'emmènes dans ton... T'affole pas, c'est... On y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM pour ce nouveau bar de l'économie. Merci pour votre fidélité. Nous sommes mardi 4 février, déjà février, et ensemble jusqu'à 10h30. Alors, vous le savez déjà, tous nos auditeurs le savent, mais comme toujours, vous pouvez nous suivre en direct sur IDFM 98, en vidéo live sur Facebook, page Bar de l'économie, ou en web radio sur idfm98.fr. Alors, ce matin, acteur incontournable de la création d'entreprises, entrepreneuriat engagé, respect de l'environnement pour accroître ses résultats commerciaux, rucher d'entreprise, contrat d'assurance privée et professionnelle, beaucoup de sujets passionnants ce matin, avec dans notre studio Amel Guédoum. Bonjour Amel. Bonjour. Amel, vous êtes responsable du développement et partenariat au sein d'Initiative 95, une association dont nous vantons les mérites très régulièrement au bar de l'économie. À vos côtés, Edwin Cohen. Bonjour Edwin. Bonjour. Et Timothée Fustek. Bonjour Timothée. Bonjour. Donc tous les deux, vous accompagnez Amel, Amel Guédoum, parce que vous êtes conseiller en entrepreneuriat engagé et nous avons hâte d'en savoir plus sur cette appellation. À vos côtés, Gilles Chrétien. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, vous êtes le fondateur et dirigeant de Happy Sophora. Vous nous parlerez bien sûr de votre activité et témoignerez de l'importance que représente Initiative 95 et ses multiples innovations. Et à vos côtés, Olivier Malcor. Bonjour Olivier. Olivier, vous dirigez un cabinet d'assurance du groupe Alliance à Pontoise et vous nous expliquerez votre accompagnement au quotidien auprès de vos assurés. Alors, bienvenue à tous les cinq. Vers 9h45, Étienne Barrier de Unique Production, notre expert en communication, viendra nous présenter sa chronique et nous parlera des personas. De quoi s'agit-il? Vous le saurez en restant avec nous et j'espère que... personnellement, je ne savais pas ce qu'étaient les personas et j'étais... Non plus. Ça m'a intéressé de le savoir. Voilà, avant de donner la parole à mes invités, pour commencer, on fait une petite respiration musicale. J'en ai besoin. Vous êtes sur IDFM. Ouf. La radio du bien-être. Oui, c'est... Ah, donc ça s'allume quand... Voilà, quand on a la parole, il y a honneur. Ah, d'accord. C'est le signal. Censé. Tu le mets... Le téléphone. Vous mettez le casque si vous voulez écouter parce qu'on est obligé de les baisser. Oui, si vous voulez écouter la musique. Parce que sinon Facebook coupe quand on met des morceaux de musique, il coupe notre vidéo. Ah, d'accord. Pour les droits d'auteur. Même si on a les droits, mais bon, il faut envoyer un message. Voilà. C'est casse-pied. Merci comme ça. C'est Alliance, mais c'est le vent du Alliance. C'est pas un c'est pas partie du groupe. Ah pardon, d'accord, excusez-moi. Non, tout va bien. D'accord. C'est une question de mandat. Mais... Vous me le direz. Non, tout va bien. Si. Donc, indépendant, en fait. D'accord. Ouais, après, dans mon autre présentation, je ne le dis plus. Mais... Non, tout va bien. On aurait pu préparer une petite chorégraphie pour... C'est vrai, 25. Bah ouais.
La danse de l'entrepreneuriat engagé. Suivez-nous. D'accord, avec qui? Amel. En fait, je fais dans le... Ah ouais, non, On échange de place ou c'est... Ah oui. Non, non, il n'y a pas de souci. Comme vous êtes... De toute façon, on fait la même chose. Voilà. Pour le coup, ouais. Attention. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je reçois Amel Guédoum, responsable développement et partenariat de Initiative 95, Edwin Cohen et Timothée Fustek, conseillers en entrepreneuriat engagé, Gilles Chrétien, fondateur et dirigeant de Happy Sophora, et Olivier Malcor, gérant du cabinet d'assurance Olivier Malcor à Pontoise. Alors Amel Guédoum, d'abord un grand merci d'être avec nous ce matin. merci à vous de me recevoir. J'étais impatiente de vous accueillir tant je sais que vous faites un travail remarquable au sein de Initiative 95. Alors Initiative, c'est la fusion de France Active et Initiative France, c'est ça? Et je vous laisse présenter cette formidable association à nos auditeurs. Oui, alors c'est vrai que l'association Initiative 95 est une association qui représente deux réseaux. Donc c'est pas vraiment une fusion entre les deux réseaux, mais on représente Initiative France et France Active, voilà, qui sont deux réseaux nationaux et nous on les représente sur le territoire du Val d'Oise. Donc l'association Initiative 95 a pour objectif de développer l'entrepreneuriat et aussi la création d'emplois sur le territoire du Val d'Oise. D'accord. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on va œuvrer sur plusieurs champs d'action, donc notamment l'accompagnement, Oui. qui est vraiment d'accompagner les personnes à passer de l'idée au projet, de pouvoir aussi les aider dans ce parcours de création et surtout de pouvoir sécuriser leur parcours. On intervient aussi au niveau du financement, puisque Oui. c'est notre cœur de métier. On va financer la création d'entreprises sur le territoire du Val d'Oise via des prêts à taux zéro, mais aussi des garanties bancaires, ce qui sécurise. Absolument, oui, c'est Voilà, ce que nous disent nos intervenants, qui le fait d'avoir un prêt à taux zéro de Initiative, eh bien les banques du coup sont rassurées. Voilà, puis surtout il y a toute une expertise derrière ça, puisqu'il y a vraiment un accompagnement humain, puisque l'association prône trois valeurs qui sont la solidarité, la proximité et l'initiative, parce qu'on est présent sur le territoire, on a plusieurs antennes, et on est vraiment à proximité des personnes, et cet accompagnement permet aussi effectivement de pérenniser ces activités, puisqu'on a aussi tout un accompagnement sur l'appui au développement, et pour sécuriser effectivement et avoir un taux de pérennité qui est quand même assez important, oui, puisque vous m'avez marqué 90%. Voilà. Alors, moi, je voulais vous poser la question suivante. Toutes ces personnes qui viennent chez Initiative, comment le font-elles? Comment savent-elles qu'elles peuvent aller chez Initiative? Quel est le chemin? Alors, nous, on travaille avec tout l'écosystème entrepreneurial et c'est très important aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a pas mal d'acteurs sur le territoire. On est un territoire qui est riche. On travaille en collaboration avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, donc les chambres consulaires, mais aussi via les pôles emploi et via aussi différents acteurs, voilà, et les agglomérations qui ont des services de développement économique, avec les mairies. Donc, on est vraiment ancré dans un écosystème où la collaboration et les banques aussi sont aussi vecteurs et peuvent nous orienter. C'est ça, ça veut dire que toutes les informations s'entrecroisent. Et si par exemple, moi demain, je veux créer une entreprise, je me demande comment financer, je vais forcément trouver une personne qui va me parler d'initiative. Voilà, tout à fait, puisque en fonction des agglomérations, il y a des parcours aussi qui sont mis en place par ces agglos pour pouvoir avoir une
lisibilité, et on va être différents acteurs à se coordonner et à travailler ensemble pour effectivement le parcours de l'entrepreneur soit le plus simple et le plus efficace possible. Et avec ce taux de réussite qui est le vôtre. Alors, vous travaillez chez Initiative 95 depuis combien de temps, Amel? Ah ben ça va faire pratiquement 12 ans. 12 ans, oui, c'est ça. Je suis rentrée en 2005. D'accord. Donc je fais un peu partie des meubles. En tout cas, vous en parlez très bien. Merci. Et je me posais la question, est-ce que c'est pas un peu chronophage? Parce que je vois toutes vos actions sur les réseaux sociaux et on sent que vous êtes vraiment très active, justement. Alors, oui, je suis très active parce que ce métier me tient à cœur, en sachant que moi, je suis passée par plusieurs postes. Donc, finalement, j'ai pu voir un petit peu tout l'accompagnement. Vous connaissez toutes les... Voilà, j'ai fait des actions de sensibilisation voilà, pour des personnes qui sont issues des quartiers, sur l'entrepreneuriat féminin, pour les jeunes aussi, puisqu'on développe pas mal d'actions au niveau des jeunes en décrochage scolaire. Notamment, on a mis en place la Battle de la Créa avec, en partenariat avec l'école de la deuxième chance, donc le hub de la réussite, pour accompagner effectivement des jeunes sur des projets d'entrepreneuriat et pour pouvoir développer en fait des compétences. Nous, on se sert de l'entrepreneuriat comme vecteur, mais aussi comme mobilisateur pour dire en fait qu'on est tous acteurs de sa propre vie. Oui. Et le fait de se lancer dans un parcours entrepreneurial, on apprend énormément de choses et on développe énormément de compétences. D'accord. Alors, vous m'avez donné quelques chiffres, je vais les citer. Vous dites que donc Initiative, c'est 135 millions d'euros d'investissement levé. Depuis 2012. Depuis 2012. Et donc, quels sont les investisseurs pour ces fonds? Là, c'est principalement... Je crois qu'il y en a beaucoup, donc si vous ne les citez pas tous... Là, c'est principalement, effectivement, les prêts d'honneur, les garanties bancaires qui ont été mises en place, ce qui a permis, effectivement, depuis 2012, de lever ce montant et de l'investir sur le territoire du Val d'Oise, de créer de l'emploi et de la richesse économique. Mais c'est vrai que nous, on est principalement financés par la région Île-de-France, par BPI Création, par le Fonds social européen, par les agglomérations. Ensuite, sur certains dispositifs que vont vous présenter Timothée et Edwin tout à l'heure, on va certainement avoir la directe. En fait, on travaille avec plusieurs acteurs et c'est grâce effectivement à ces dispositifs-là et à cette aide-là et surtout effectivement les agglos et la région BPI qui nous aident effectivement au quotidien qu'on a la possibilité et la chance aujourd'hui de pouvoir soutenir tous ces entrepreneurs. Sinon, effectivement, le taux de création ne serait pas aussi important et aussi la pérennité des entreprises ne serait pas aussi efficace s'il n'y avait pas tous ces dispositifs. Oui, je comprends. Alors, pendant combien de temps, quand on fait appel à vous, vous accompagnez, vous dites que vous accompagnez, pendant combien de temps vous accompagnez une entreprise? Alors, nous, on accompagne déjà l'entreprise, puisque les 3 premières années qui sont effectivement les plus importantes. Alors, on va avoir différents dispositifs. Vous avez le dispositif de la région Entrepreneur Leader, où sur la phase 3, on accompagne les entrepreneurs. Mais nous, on a aussi plus de 100 bénévoles qui accompagnent aussi ces entrepreneurs. Donc, on parle de parrainage. C'est ça. Voilà. Et là, effectivement, nous, on recherche tout le temps des personnes qui ont envie de s'investir, qui ont envie aussi de transmettre peut-être leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être, et accompagner ces jeunes entrepreneurs qui démarrent, souvent qui ne savent pas trop ou qui ont des questionnements, les accompagner, les aider d'avoir ce regard bienveillant. Et c'est grâce aussi à ça, c'est grâce au parrainage, à tous nos parrains, nos marraines qui sont bénévoles et très actifs, qu'aujourd'hui on arrive à ce taux de pérennité. Et aussi, on a mis en place des actions de prévention, puisqu'on a un comité de prévention qui permet aussi d'alerter si jamais un entrepreneur ou une entreprise rencontre une difficulté. On a tout un réseau d'experts qui sont spécialisés dans différents domaines et qui vont essayer effectivement d'identifier quel est le problème, parce que malheureusement, ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut être l'activité, la vie de famille. On peut passer des fois par des hauts et des bas. On dit que l'entrepreneuriat, c'est le parcours du combattant. Et c'est grâce à cet accompagnement-là qu'on arrive aujourd'hui à soutenir ces entreprises et avoir un taux de pérennité aussi fort.
Et je crois qu'aujourd'hui, donc, vous êtes précisément à la recherche de nouveaux partenaires pour ces expertises et puis peut-être aussi des financements, non? Dites-nous. Oui, 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 effectivement. Nous, en fait, notre objectif, nous, c'est de développer l'entrepreneuriat, d'accompagner les personnes dans de bonnes conditions et surtout qu'elles réussissent. C'est ça vraiment notre C'est credo. votre... oui, oui. Et pour ça, il faut mettre en place tout un écosystème et notamment de mettre en place aussi des experts dans certains domaines d'activité, puisque quand on crée une entreprise, on ne maîtrise pas tous les sujets, toutes les Bien compétences. sûr, bien sûr. On a besoin de s'appuyer sur des professionnels, que ce soit sur des experts comptables, sur des agences de communication, que ce soit sur des assureurs, hein, Oui. comme Olivier Malcor. Donc, et on a besoin vraiment d'avoir tout cet écosystème et d'être avec des personnes qui sont bienveillantes et qui ont des valeurs. Et nous, aujourd'hui, on développe ce partenariat-là avec des experts du territoire qui partagent nos valeurs et avec qui on va pouvoir travailler pour avoir vraiment un accompagnement efficace. Mais on cherche aussi des entreprises, puisqu'on développe énormément d'actions de sensibilisation, notamment via l'expo photo. On a fait une exposition photo J'entreprends dans mon quartier, qui a été financée par la Fondation Banque Populaire. On mène aussi des actions sur l'entrepreneuriat féminin avec Oui. on a des partenaires comme le CIC. Et on a vraiment besoin d'avoir des acteurs, des entreprises privées qui aujourd'hui voilà, ont cette fibre d'engagement, de s'impliquer pour leur territoire aussi à travers des actions en lien avec l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on cherche effectivement des grandes entreprises qui ont envie de soutenir cette action, mais qui ont envie aussi d'aider ces entrepreneurs à créer leur activité et à développer aussi leur entreprise. Alors, les entreprises dont vous parlez, que vous recherchez, est-ce qu'elles doivent être forcément faire partie du Val d'Oise? Alors, idéalement, oui. Mais Après, c'est pas une obligation. Voilà, c'est vrai que nous, on tient vraiment au Made in 95. Hein. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle énormément. Après, à partir du moment où une entreprise a des activités ou des clients effectivement sur le territoire, mais c'est vrai que nous, on va plutôt cibler le local puisque c'est vraiment ce qui est important. Et c'est vrai que voilà, on préférerait travailler avec les entreprises du Val d'Oise. Et il y en a important énormément de le préciser quand même. Bon, parce que si nous avons des auditeurs qui ont envie de rejoindre Initiactive, hein. Alors que doivent-ils faire s'ils veulent vous rejoindre? Alors, nous, on organise une rencontre qui s'appelle S'engager avec Initiactive 95 tous les mois. Oui. L'idée de cette rencontre, déjà, c'est de présenter notre association, nos chiffres, Oui. nos actions, Oui. mais aussi nos valeurs. Voilà pourquoi aujourd'hui on est une équipe de 27 salariés à s'impliquer comme ça sur ces projets-là. Donc voilà, on présente tout ça et on explique aussi quelles sont les façons de pouvoir effectivement être partenaire en étant parrain ou marraine d'une entreprise, en étant un partenaire expert, en étant une entreprise mécène. Et nous, on est ouvert vraiment à tout. Donc ces réunions ont lieu une fois par mois. On les retrouve sur le site internet www.initiactive95.fr. Très bien. Voilà, sur la partie événements. Et après... les gens peuvent aussi me suivre sur ma page LinkedIn, Bien sûr. s'ils le souhaitent. Très bien, merci Amel, merci. Je reviendrai avec vous pour vous poser d'autres questions sur d'autres chiffres. Mais donc là, je voudrais donner la parole à Edwin Cohen et Timothée Fustek, puisque vous accompagnez Amel Guedoum en tant que conseiller de l'entrepreneuriat engagé. Donc, Edwin Cohen, comment avez-vous rejoint ce réseau ? Alors moi j'ai rejoint le réseau, j'ai rejoint Initiactive 95 en juin l'année dernière, donc ça fait 8 mois maintenant, bientôt 9. Et moi je voulais vraiment travailler, j'avais déjà un parcours en management, en gestion d'entreprise, et je voulais travailler sur cet accompagnement-là, accompagner les porteurs et les entreprises dans leur développement, et principalement sur cet aspect de l'économie sociale et solidaire. Donc à Initiactive 95 on a le pôle entrepreneuriat engagé. Dans lequel on a du coup plusieurs dispositifs. Donc je pourrais commencer par présenter le dispositif local d'accompagnement. Donc ça c'est le DLA, donc c'est un dispositif national. Alors DLA, dites-nous ce que signifie DLA. Dispositif local d'accompagnement. D'accord. Et donc c'est un dispositif national que nous on porte dans le 95, donc c'est que pour les associations qui sont sur le 95. Mais évidemment si vous êtes sur un autre département, vous avez le porteur du DLA dans le département en question.
Donc en fait, le processus un petit peu, c'est simplement on rencontre l'association, Oui. il faut qu'elle soit employeuse, et on va discuter avec elle pour voir un petit peu, pour faire un peu un diagnostic, voir comment elle travaille, s'ils ont des besoins en recherche de financement, en organisation interne, toutes ces questions-là, on va essayer de creuser ça ensemble pour ensuite réaliser un diagnostic partagé avec la structure et mettre en place un accompagnement. Alors, c'est vous qui allez à la rencontre des entreprises ou ce sont elles qui viennent à votre rencontre? C'est principalement les associations qui viennent vers nous, étant donné qu'elles ont des problèmes, les prescripteurs sur le territoire, ils vont les orienter vers nous et c'est comme ça ensuite qu'on va les rencontrer. Ou évidemment aussi, si on fait des événements, on peut aussi discuter avec elles directement. Oui, les événements dont parlait Amel Guédoum tout à l'heure. Et alors vous, Timothée Fustek, vous êtes ingénieur agronome et vous avez rejoint également ce service d'entrepreneuriat engagé. Comment ça s'est passé cette rencontre? Bien, j'ai tout simplement postulé à une offre d'emploi et j'ai pu découvrir les actions d'Initiative 95 pendant l'entretien et ça m'a beaucoup plu. Oui. Et je suis arrivé en fait comme Edwin en juin sur les mêmes missions. Donc c'est vraiment un poste on va dire en jumeau où on travaille effectivement sur le DLA et d'autres dispositifs. Je reviens un peu sur cette notion d'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'à Initiative 95, nous, on comprend les associations, les dirigeants d'associations comme des entrepreneurs. Oui, parce qu'ils ont vraiment cette volonté de développer cette fibre de vouloir, oui. Et c'est vrai que ça peut être une notion qui peut choquer parfois, mais pour nous, en fait, les associations et les entreprises, les porteurs de projets, c'est vraiment le cœur économique du territoire. Alors, il y a une question que j'ai oublié de poser à Amel Guédoum, enfin vous pouvez me répondre tous les trois. Pour faire partie d'Initiative, il y a un droit d'adhésion? Alors effectivement, comme on est une association, oui. Nous avons aussi des adhérents. Donc il faut savoir que nous avons, en 2019, nous avions 500 adhérents. Voilà, alors nos entrepreneurs sont adhérents, nos partenaires experts sont adhérents. Donc effectivement, c'est aussi une façon de soutenir l'association. Bien sûr. À travers l'adhésion. On peut connaître le montant de l'adhésion? Alors je peux pas vraiment vous dire, mais il y a une grille tarifaire en fonction des du revenus. Nombre de salariés. Alors c'est plutôt là en nombre de salariés. Si on est une personne physique, si on est une entreprise de 0 à 10 salariés ou plus. Donc tout dépend. Mais ça, c'est présenté lors de notre réunion S'engager. On est très transparent sur ce sujet-là. Et il faut savoir qu'on a l'agrément fiscal. Donc ce qui veut dire que tous les dons, ou en tout cas les adhésions, bénéficient d'une réduction fiscale qui n'est pas négligeable. Donc profitez-en, venez nous rejoindre. Très bien. Donc, Edwin Cohen et Timothée Fustek, donc vous êtes en fait dédié à Initiative et vous êtes salarié de l'entreprise, enfin de l'association. Oui, effectivement. Et donc, parlez-nous par exemple de votre quotidien. Vous, Timothée, quand vous arrivez, vous avez un bureau donc à Initiative, comment procédez-vous? Effectivement, mon bureau est juste en face de celui d'Edwin. Et à côté de la cafette aussi. À côté de la cafette, en fait c'est une place stratégique. Et je pense que le SS a effectivement une place stratégique au global dans notre société. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite développer, nous, à Initiative 95. Oui, très bien. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'on travaille sur 3 dispositifs qui sont très différents et à la fois qui sont liés puisqu'on cherche à créer justement cette porosité entre le monde de l'entrepreneuriat classique au quotidien avec nous, tous nos collaborateurs à Initiative 95 et le monde de l'ESS qui regroupe des acteurs qui sont très différents. Des associations mais aussi des entreprises. Donc on a 2 autres dispositifs qui sont Émergence et Propulse. Oui. Voilà, et on aimerait vous en parler un petit peu plus. Absolument, on va en parler, on y reviendra. Je voulais juste vous demander, est-ce que l'un et l'autre, vous avez un secteur qui vous est propre, compte tenu, Edwin Cohen, que vous avez une formation de management des entreprises, et vous, Timothée Fustek, vous êtes ingénieur agronome. Est-ce que vous vous répartissez ou il n'y a pas de spécialité, je dirais, en fonction de votre formation?
Il n'y a pas vraiment de disparité comme ça entre nous. On essaie d'agir quand même sur tous les secteurs. Après, évidemment, sur les projets liés à l'agriculture, c'est plutôt Timothée qui aura cette affinité-là. Et moi, j'avais fait un service civique à l'étranger. Donc, c'est plus les aspects sur la lutte contre les discriminations qui me touchent. Qui vous touchent. Mais on est assez complémentaires et on travaille ensemble sur tous les sujets. Naturellement, en fait, il n'y a pas vraiment... C'est ça, les choses se font naturellement en fonction de... Très bien. Merci à tous. On va faire une petite pause musicale avant de continuer. Voilà. Ça va, ça se passe bien. Ah bah super, ça va, j'ai pas trop parlé. Très bien. Moi, il faut m'arrêter parce que non, sinon, très bien. ça débite. Hein. Donc ça va, on nous entend bien. Oui, on vous entend bien. Bon, ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas Olivier. Olivier, je vous filmerai quand vous parlerez parce que je ne sais pas pourquoi Facebook m'interdit de filmer en panoramique. En panoramique. Alors c'est peut-être parce que. Si vous voulez, on peut changer de place. Non. C'est parce que je. Ouais. Fait des petites surprises sur Facebook. Je sais pas si c'est parce que c'est un Samsung et que parce que Florence qui a Apple, elle peut filmer à l'horizontale, mais moi je peux pas. J'ai mis du temps à comprendre parce que je me mettais à l'horizontale et je n'arrivais pas à filmer. Et en fait. Ouais, c'est bizarre. Vous n'avez pas bloqué l'option pour tourner l'appareil? Non. Non, parce que quand vous le tournez, il se tourne. Oui, il se tourne. Non, mais des fois sur Facebook, il y a des difficultés. Moi, j'arrive à taguer personne sur. Quand je fais un post. Je fais des arrobases. Par exemple, je voulais faire un post sur le bar de l'économie. Il faut être ami avec eux. Ah, bon, d'accord. Alors que sur LinkedIn, même si tu n'es pas ami. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus souple, je trouve. Hein. Pas que je dise trop fort. Donc après, je démarre avec vous, Gilles. Ah ben là, je vous vois, Olivier. Vous êtes encore décalé. T'as pas donné les chiffres de température? Non, mais on y reviendra. Ouais. Je sais pas. Je sais pas comment c'est très précis ou très substantiel. Non, mais vous pouvez, si vous avez des chiffres à donner, au contraire, il faut les donner. Il ne faut pas que je dise les chiffres de 2019, ce qui est ça. Bon, Gilles, c'est pas le problème. Je fasse au moins aussi bien. On pourra tout le dire. Non, franchement, vous avez une belle voix, donc ça va, ça passe. Ah ouais, c'est gentil. Oui, parce que si jamais tu parles comme ça, c'est un peu compliqué. Ça peut réveiller, ça peut surprendre aussi. C'est ça. Ah là là. Là, demain, vous recevez quelqu'un aussi pour le salon Effervescence. Comment il s'appelle? On reçoit. Je l'ai vu hier en comité. Il m'a dit qu'il passait. C'est tous les jours. Ah oui, parce qu'il y a eu Tous un les partenariat jours, voilà, qui a été fait avec Philippe Philippe. Écran. Ouais, il nous en avait parlé lors du comité. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de. Ah, mais tu vas en parler du salon Effervescence, du coup, Olivier. Oui. Mais vous pouvez en parler, oui. Parce que hier, ils m'ont dit: Ah, tu passes à IDFM, tu parles du salon Oui, Effervescence. oui, J'ai dit: Je vais essayer de le positionner Oui, quelque part. oui. Le 31 mars. Je sais pas moi tout ça. C'est le 31 mars. Non, sérieux aussi, tu sais. Non, pas encore. Non, je me suis inscrit. Attention. À l'hippodrome d'Anguin, le 31 mars. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je suis toujours en compagnie de Amel Guédoum, responsable développement et partenariat de Initiative 95, Edwin Cohen et Timothée Fustet, conseiller en entrepreneuriat engagé, Gilles Chrétien, fondateur et dirigeant de Happy Sophora, et Olivier Malcor, gérant du cabinet d'assurance Olivier Malcor à Pontoise. Alors, Gilles Chrétien, je vous donne la parole. Donc, vous êtes président fondateur de Happy Sophora. Donc, la première question qui m'est venue, pourquoi ce nom Happy Sophora? C'est une très bonne question. Vous êtes content que je vous la pose? Oui, parce que Happy comme apiculture. Bien sûr. Et puis Sophora,
Parce que c'est l'arbre de l'avenir. D'accord. Le sophora, c'est un arbre qui vient de Chine. Oui. Il existe en Europe, mais en Europe, c'est un arbre qui est malheureux parce qu'il a besoin de plus 3 degrés. D'accord. Et plus 3 degrés, c'est ce qu'on aura dans moins de 10 ans. Peut-être. Certainement. Oui. Voilà. Nous, c'est notre analyse. Hein. En tant que physicien d'origine, oui. le calcul est fait hein, pour nous et on est convaincu que d'ici 10 ans, on aura à subir plus 2, plus 3 degrés. Et le sophora, lui, va pouvoir vivre. Ça veut dire que les arbres qui ne sont pas capables de s'adapter en 10 ans, et aucun arbre n'est capable de s'adapter en 10 ans à plus 3 degrés, eux disparaîtront. Voilà, c'est la réalité et je ne suis pas certain que les gens comprennent bien. Oui, tout l'enjeu de cette. C'est la base de l'existence même de l'activité que j'ai créée, Apis sophora. Oui. Mais alors, vous dites qu'il vit en Chine et on ne le trouve pas ailleurs qu'en Chine. Si, on le trouve un petit peu dans tous les pays où il y a. Il ne fleurit pas autant. Voilà, donc il sera amené, c'est l'arbre du futur. D'accord. Alors pour nous, il a une caractéristique, c'est un arbre qui est mellifère, encore plus que l'acacia. Oui. Voilà, alors comme Apis sophora, l'activité... Donc un vrai régal pour les abeilles. Il y a un vrai régal pour les abeilles. Voilà. Oui. Apis sophora, l'activité, c'est la création et la conduite de ruchers, oui. donc avec des abeilles, oui. dans les entreprises. D'accord. Sur les territoires, dans le cadre du bien-être des gens, aussi bien des collaborateurs que des citoyens. C'est ça, c'est à la fois pour faire que les abeilles ne disparaissent pas, puisqu'il en est beaucoup question, mais c'est aussi pour faire que les salariés s'intéressent, enfin trouvent une sorte de bien-être à travers les abeilles. Il y a une convergence des enjeux, aussi bien au niveau de l'environnement, de la nature et de l'abeille, l'abeille fédératrice. Hein. Oui. Et en jeu au niveau des personnes, hein, des collaborateurs dans les entreprises ou des citoyens dans le cadre de leur bien-être et du lien social entre les gens. Et la ruche, pour ça, l'abeille est fédératrice et va permettre du bien-être si les gens se mettent à l'apiculture. Ou dans les entreprises, si les chefs d'entreprise installent des ruchers pour permettre à leurs collaborateurs de sortir un petit peu de la vision purement économique de l'entreprise et d'aller vers un engagement sur des sujets sociétaux et environnementaux. C'est ça, on rejoint d'ailleurs un petit peu les valeurs de l'initiative 95. Exactement, hein, c'est ça. Le partage, l'engagement, la solidarité. Et le local. Alors, vous nous avez dit, Gilles Chrétien, que vous étiez physicien de formation, donc vous n'avez pas toujours été apiculteur. Non. Comment êtes-vous venu à cette activité? Alors, j'ai travaillé à l'étranger et en France, dans des grands groupes industriels. Alors, je vous ai dit, des physiciens et j'avais un peu peur de m'engager dans la vie active, donc j'ai continué mes études et j'ai fait du droit, droit international. Oui. Ce qui me menait à être directeur juridique, innovation et propriété intellectuelle dans des grands groupes. Et puis j'ai quitté, les grands groupes bougent énormément. J'ai quitté et j'ai pris conscience voilà, qu'il fallait s'engager, qu'il fallait raisonner territoire, proximité et lien social. C'est vraiment ce qui va, à mon avis, je ne veux pas... oui, vous ne voulez pas être une... les gens et ce qui va permettre aux gens de passer le cap des changements à venir. Oui. Donc une vraie reconversion, oui. Elle s'est produite en quelle année? Il y a 3 ans. 3 ans. 3 ans, j'ai 4 enfants, ils font tous des études et je me suis aperçu que quelles que soient les études, on ne parlait pas de... On n'osait pas parler environnement, changement climatique, voilà, il y a un déni quelque part. Ça m'a frustré, y compris auprès de mes enfants. Il a fallu que je leur en parle. C'est quoi l'ESS? Non, on n'en parle pas. C'est quoi la RSE? Non, on n'en parle pas. Bon. Et ça m'a tellement choqué que je me suis dit, ok, je m'engage, je lance l'activité que j'ai lancée avec une de mes filles, d'accord, d'ailleurs.
Et puis l'idée, c'est vraiment de sensibiliser et d'agir et d'être acteur du changement. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'à travers toutes les émissions que je fais et les intervenants que je reçois, on sent qu'il y a une vraie mobilisation dans ce domaine au niveau de l'environnement. C'est un discours vraiment, enfin, aucun de mes intervenants ne le nie. Oui, c'est vrai. Et donc, alors, vous allez à la rencontre d'entreprises, c'est ça, et vous leur proposez d'installer des ruchers? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, dans ma famille, on est apiculteur depuis 1938. D'accord. Oui, donc vous aviez quand même déjà des belles bases. Il y a 2 ans, je me dis, tiens, je vais faire apiculteur. Oui. Voilà, donc, on est installé en Alsace, dans le territoire de Belfort, et puis quand je suis dans le Val d'Oise depuis pratiquement 30 ans, j'ai un rucher à Cormeilles-en-Parisis, oui. Donc c'est possible en pleine ville d'avoir un rucher. Hein. Mais c'est un rucher familial. Hein. Oui, vous ne commercialisez pas votre miel? J'offre beaucoup de miel, oui. je fais beaucoup de dégustations et j'offre du miel. Et quand on me demande est-ce que tu vends du miel, je dis aux gens un petit peu pour les brusquer, je ne vends pas de miel. Si vous voulez du miel, faites votre miel. Oui. Faites votre miel, comme ça vous serez sûr. Vous les mettez au défi. Oui, vous serez sûr d'avoir du bon miel, oui. et pas du miel frelaté. En France, la consommation de miel a plus que doublé en 10 ans. Oui. Mais la production a été réduite drastiquement. Hein. C'est très très dur, le métier d'apiculteur est très très dur. Hein. Et pour quelle raison? La problématique des pesticides. Oui. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il faut que les gens, pour que l'abeille survive, et si l'abeille survit, l'être humain va survivre. Va survivre, hein. Oui. C'est une des conditions. Oui, c'est une équation incontournable. Les gens ont compris. Ça veut dire qu'il faut que les gens s'engagent et ceux qui ont la possibilité, alors les gens et les entreprises, hein, ça ne se fera pas sans les entreprises et sans les territoires. Il faut que les gens s'engagent dans la protection de la biodiversité, dans la protection des pollinisateurs. Alors, ce n'est pas que l'abeille. On parle de l'abeille parce que l'abeille, elle est là, elle est présente, elle est dans les ruchers, les apiculteurs la voient et on est capable de voir le bien-être ou le mal-être de l'abeille. Et c'est un élément qui permet de mesurer. D'accord. Quand l'abeille va, tout va. Tout va. Ouais. Parce qu'on sait mesurer. D'accord. Et tout va, ça veut dire l'être humain va bien, oui. L'abeille va mal en ce moment, on le sait. Ouais. Il y a du temps de mon père, de mon grand-père, sur les ruchers, il y avait 10% de perte d'essaim. Là, on est, tout le monde le sait, on est à plus de 30%. Ah oui, dans les c'est énorme. énorme. Donc ça veut dire un apiculteur qui a des ruchers, qui a 500 ruches, 1000 ruches, il perd un tiers chaque année. Oui. Un tiers chaque année. Est-ce qu'il y a un seuil, justement, vous parlez de 30%, est-ce qu'il y a un seuil qui pourrait faire que... Quel est le seuil qui ferait que les abeilles disparaissent On est déjà dans ces seuils-là, parce qu'on parle de l'abeille 30%, mais 40, 50%... oui, c'est énorme. Les insectes ont disparu. Oui, oui, avec on a les chiffres. Hein, oui, avec les oiseaux qui disparaissent, absolument. Si les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent, la biodiversité disparaît. Donc l'endroit où on vit est en train d'être maltraité et les gens ont du stress. Il y a un impact direct. Et les gens sont conscients de ça. Et réagissent, on le voit bien. C'est ça. Vous faites un lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et même... Quand les gens sont angoissés, même si on ne met pas les mots dessus, quand leur environnement se dégrade, les gens le subissent, le voient. Les 2 canicules de cet été, il faut bien comprendre que c'est bien l'une des rares fois que ça arrive. Mais regarde, on verra cet été. Regardez le temps qu'il fait actuellement, février. Ça bourgeonne dans les jardins. C'est vrai. C'est absolument pas normal. C'est bien qu'il fasse un peu chaud. Un peu meilleur, mais voilà. Les saisons ne sont plus respectées. Voilà. Ça veut dire qu'on aura de la canicule. On aura de la canicule, il va falloir s'habituer. Le problème, c'est que si on s'habitue, c'est fini. C'est pas s'habituer qu'il faut. C'est même pas s'adapter. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de canicule. C'est d'agir
Chacun, hein, c'est pas, ça ne doit pas venir, chacun de nous doit s'engager en termes de pollution, en termes de consommation de l'eau, réduction de la consommation d'énergie. Chacun doit s'engager et on doit recycler. Oui, oui, c'est l'histoire du colibri, c'est ça, tout à fait. Chacun prend sa part, c'est ça. C'est pas de dire je peux rien faire ou ce que je fais n'a pas de valeur. Ce que tu fais a de la valeur si tout le monde le fait, si tout le monde s'engage. Très bien. Un grand sigma de petits êtres partout dans le monde va bouleverser les choses. Alors bouleverser, ça veut dire nous permettre de survivre sur cette terre. Absolument. Merci Gilles. Je reviendrai, j'aurai d'autres questions à vous poser. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Malcor. Donc Olivier, vous êtes agent d'assurance à Pontoise. Donc depuis quand êtes-vous installé, Olivier? Alors moi j'ai repris le cabinet en 2013 en association. C'est ça, c'est un rachat? Voilà, qui est un cabinet qui existe depuis 83. Oui. Et mon associé est parti à la retraite au 1er janvier 2019, il y a un an. D'accord, donc là vous êtes tout seul. Oui. Ah bah, maître à bord. Oui. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour ce rachat? Un accident de voiture. Ah, expliquez-nous, si vous pouvez en parler. C'est quand même celle-là, c'est que l'entrepreneuriat... Et vous étiez mal assuré, c'est ça? Non, ça s'est bien passé, finalement c'est bien passé, mais l'entrepreneuriat c'est une idée depuis que j'ai 16 ans à peu près, sur 2-3 idées à chaque fois. C'était une constitution de business plan à un moment donné pour créer une activité, et puis c'est un accident de voiture. J'ai appelé mon assureur, qui était mon assureur depuis que j'avais 18 ans, oui. Qui est devenu mon associé. D'accord. En fait, parce qu'on n'a pas trop parlé de mon accident de voiture, on a parlé du fait que son associé partait, et on se connaissait un petit peu, en fait, il avait suivi un peu mon parcours sur école de commerce, etc. Et j'ai étudié la question, et j'y ai trouvé très honnêtement deux choses. Il y avait clairement, d'une manière un peu égoïste, la nourriture intellectuelle. L'assurance, oui. Intellectuellement, c'est absolument fascinant, et en termes de veille, et en termes de législation. Et puis, il y avait le côté humain. C'est un assureur, il y a une image un peu terrible de l'assurance, mais forcément je suis un petit peu décalé en n'étant pas de famille d'assureur ou d'études d'assureur même. Il y a un décalage, mais les gens, le lien avec les gens, on est là, et on sait ce qu'ils ont, on sait ce qu'ils font. Oui. Quand on fait un contrat, on est censé quand même connaître leur vie, on connaît potentiellement leur vie. C'est ça, vous êtes très proche des... On sait tout ça. Et derrière, on est là pour intervenir quand il y a un souci. Donc on est aussi là dans les moments difficiles, et dans les moments difficiles, il y a une intimité aussi qui se crée. Oui. Et la vocation d'un assureur, c'est quand même de payer, sans quoi on n'existerait pas. Oui. Et il y a ce lien-là qui est important. Très bien. Alors vous, vos produits, c'est l'assurance, l'épargne, la protection sociale. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus important que les deux autres dans ces trois produits? Pour le maintien de ce qu'on appelle un portefeuille, pour le maintien d'une entreprise, il faut pouvoir asseoir quand même son entreprise sur tous les secteurs, économiquement, pour une question de rentabilité. Oui. Donc il y a un peu tout, le particulier fait partie du métier, le professionnel aussi. Après, on a chacun des appétences et des spécialités. Par exemple, j'ai quelques certifications passées et validées en entreprise. D'accord. Qui me permettent d'avoir quelques délégations de droit plus importantes. Il y a l'épargne. Mais là que j'aime particulièrement aussi, c'est un intérêt aussi personnel, c'est un métier qui me plaît beaucoup, l'épargne, le patrimoine. Oui. Et puis il y a évidemment accompagner les gens sur la voiture, l'habitation, oui. Le juridique et la protection sociale. Après ça c'est le côté un peu, peut-être un peu idéaliste de la chose, c'est que c'est bien d'assurer une voiture, mais c'est que de l'acier. La personne derrière est quand même primordiale. Je comprends. Alors, vous souhaiteriez, dans votre activité, vous souhaiteriez plus de simplification administrative et un meilleur accès au recrutement, c'est ça? Alors oui, la simplification administrative, ça je crois que toutes les entreprises le souhaitent. Oui, c'est de ce que j'entends entre les différents réseaux dans lesquels on peut être en tant que chef d'entreprise, alors l'initiative y compris d'ailleurs. D'accord, et on dira pourquoi tout à l'heure. Il y a une lassitude face aux complications administratives, que ce soit les liens avec les organismes, que ce soit les dépôts de dossiers, que ce soit les compréhensions et l'accessibilité aussi aux services. C'est ça. Où on ignore, vous le disiez tout à l'heure, comment on sait que l'initiative existe. Et du côté de l'administration, comment on sait que tel service existe ou vers quelle personne on peut aller en cas de difficulté ou même en cas de question.
Et ça, la simplification, oui. Et puis le recrutement, alors ça, c'est un peu une marotte. Chez moi, c'est le recrutement. Alors, c'est difficile de recruter quelqu'un d'efficace de toutes les manières aujourd'hui, parce qu'on ne laisse pas forcément sa chance à tout le monde. Oui. Et dans la chance à tout le monde, c'est accepter que quelqu'un puisse avoir un accident de parcours. C'est vrai. Sans lui retirer toutes ses compétences. C'est ça, oui, sans le mettre au pilori. Exactement. Ouais. C'est accepter que quelqu'un puisse avoir un handicap, ce qui ne remet absolument pas en question ses facultés intellectuelles. Absolument. Absolument. Et que ce soit un handicap visible, que ce soit un handicap invisible, alors après ça c'est encore... Parce qu'il y a aussi une responsabilité en association de l'autre côté sur laquelle la question du handicap est prégnante. Mais c'est le recrutement, c'est ça. Et c'est recruter un profil handicap aujourd'hui, c'est une vraie difficulté pour l'entrepreneur. Il y a une volonté de faire. On est au bord de l'impossibilité de trouver ou de concrétiser. C'est terrible. Ah oui. Et ça, oui, ce recrutement, c'était un peu dans ce sens-là que j'avais écrit. C'est ça. C'est-à-dire que vous, un de vos chevals de bataille, c'est l'inclusion, justement. Ah oui, absolument. J'ai eu la chance d'être entrepreneur, c'était quand même pas gagné. C'était pas gagné parce que j'ai eu quelques soucis de santé qui auraient pu remettre en compte ça, enfin la vie en général, mais c'est autre chose. Mais oui, l'inclusion, c'est terrible de constater que quelqu'un d'efficace, qui peut être efficace, est obligé de rester chez lui parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Et que malheureusement, nous, en tant qu'entrepreneurs, s'il ne rentre pas dans les cases, on ne peut pas le prendre non plus. Et là, la simplification administrative fait sens aussi. Mais je pense quand même que c'est en train de changer en ce moment, puisque bon, moi j'ai reçu déjà plusieurs fois Émilie Vandekik, et puis j'ai reçu Nadine Abondo qui a créé Févier d'Or, je ne sais pas si vous connaissez sûrement Amel Guedoum, donc qui emploie des gens qui sont en handicap. Donc je pense que c'est en train de changer, alors peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais voilà. Non, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, c'est en train de changer clairement. Après, on parlait de la simplification administrative, par exemple, dans l'assurance. Aujourd'hui, l'Europe a mis en place une obligation de recruter quelqu'un qui a déjà été formé, qui a déjà eu une formation en assurance. D'accord. Ce qui rend compliqué la chose, c'est que je voudrais pouvoir offrir des heures de formation, ce que je fais pour ma collaboratrice aujourd'hui. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une espèce de question qui se pose, est-ce qu'on peut recruter quelqu'un qui n'a jamais fait d'assurance? La réalité, c'est non. D'accord. Donc, ça pose un peu problème. Ah oui. Mais voilà, c'est ce manque de peut-être... Oui, de souplesse. Oui, de souplesse, mais qui va peut-être jusqu'au courage. C'est quand même accepter la différence de l'autre et le fait qu'elle puisse avoir de la richesse, même si ce n'est pas tout à fait celle qu'on attend en premier. Et alors, vous, ce matin, vous êtes venu nous voir parce que vous allez participer au salon Effervescence, qui se tient le 31 mars à l'hippodrome de Soisy-en-Gain. Et j'ai découvert, lorsque vous êtes arrivé, grâce à Amel Guedoum, que vous êtes parrain également de Initiative 95, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, parrain, expert aussi. L'idée étant de rendre un peu de la chance que j'ai d'être entrepreneur, parce que je considère quand même que c'est une chance. Alors certes, on s'engage, certes, on est endetté comme c'est pas permis, certes, il y a plein de trucs pas possibles qui se passent et on vit un peu en stress, on vit avec une pression, parce qu'on a quand même une responsabilité. Il faut mettre un rucher dans votre entreprise. Et manger du miel. J'ai la possibilité de le faire, j'y pensais tout à l'heure. C'est vrai que l'idée de base n'est pas venue, mais j'ai un jardin, pourquoi pas, on peut l'étudier. Ça m'intéresserait en plus sur la démarche. Donc oui, c'est rendre un peu de la chance qu'on a d'être entrepreneur, parce que c'est quand même une vue absolument passionnante entre la liberté. Bon, pour peu qu'on ait un petit problème d'autorité en plus, c'est quand même pas mal. Avec l'autorité, pardon, c'est quand même pas mal, mais entre la liberté, la possibilité d'être droit dans ses bottes aussi, oui, de faire nos choix, et potentiellement de faire nos propres erreurs, ça c'est quand même plaisant aussi. Enfin plaisant, c'est aller au bout de la démarche. Oui, c'est rendre un peu de la chance et pouvoir accompagner dans le conseil. Initiative, c'est ça, c'est de dire, à la limite, vous ne bossez pas avec moi, ça n'a aucune importance parce que je ne suis pas là pour ça. C'est pouvoir apporter quelques éclaircissements dans un métier, l'assurance, qui est quand même passablement complexe pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Possiblement piégeux aussi, entre toutes les petites lignes, tous les trucs comme ça, et puis où on sait que potentiellement on peut tout vendre. Mais il y a des choix à faire. Bien sûr, bien sûr. Pour résultat ou pour simplement bien conseiller. Donc, très bien. Voilà, l'engagement est là. Et donc, on en reparlera tout à l'heure, mais on vous retrouvera donc le 31 mars sur le salon Effervescence. On fait une toute petite pause musicale avant de redonner la parole à Amel Guedoum. Ça me tient chaud ce casque. Et donc, on refait un tour. Donc là, je vais vous poser... on va peut-être reparler
Mais il y a d'autres solutions, c'est la ruche. Hein. Si les gens Après, je peux peut-être rebondir par rapport à tout ce qui a été dit. Si vous voulez. En disant qu'aujourd'hui, on accompagne de plus en plus de projets qui ont ces valeurs, en lien avec l'environnement, l'inclusion. Alors justement, moi, je vais en parler. Je vais en parler à propos d'entrepreneuriat engagé. Je vais reprendre ce que vous m'avez écrit, hein, d'accord. Oui, ce que je voudrais, parce que voilà, ce que je voudrais dire, je trouve que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a 1989 entreprises soutenues, je trouve que c'était depuis 2012. Hein, depuis 2012. Et cette année, en 2019, on a soutenu 300, on a financé 300 entreprises. Donc je vais redémarrer là-dessus. D'accord. Okay. Et puis après, je redonne la parole. Voilà, du coup, ça me permet de reprendre le fil. Super. Il y a celle aussi pour les restaurateurs. Alors, c'est vrai que les déchets alimentaires doivent être valorisés. Ils n'ont plus le droit de mettre des déchets alimentaires. Émilie Van de Kix, on l'a financé. Oui, je sais, elle me l'a dit. 95, Madame Abongo aussi est en cours d'accompagnement avec le pôle ESS. Oui, c'est pour ça que je vous dis, chaque fois que je reçois quelqu'un, il y a toujours je leur demande comment vous êtes financé. Initiative 84. Ils en ont besoin. Sans ça, sans les garanties. C'est là où on voit vraiment votre impact. Hein. Il faut qu'on arrive, en tout cas, aujourd'hui, à continuer, parce que c'est vrai que... Bah oui, il ne faut pas s'essouffler. C'est ça. Pour revenir à ces sensibilités qui vont au bon sens. Oui, encore combien de secondes? Un petit peu, parce que là, c'est le refrain. C'est le bon sens, laisse la chanter. Combien de... Mais là, on écoute des chansons comme ça, c'est quoi le délire? Vous avez le nombre d'auditeurs en ligne? On a normalement une moyenne de 20 000. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc on est écouté par... Eh vas-y, on y retourne. Oh, pas négatif. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je suis en compagnie de Amel Guedoum, responsable développement et partenariat de Initiative 95, Edwin Cohen et Timothée Fustek, conseillers en entrepreneuriat engagé, Gilles Chrétien, fondateur et dirigeant de Happy Sophora, et Olivier Malcor, gérant du cabinet d'assurance Olivier Malcor à Pontoise. Alors Amel, je voudrais revenir vers vous parce que, comme je l'ai dit au début, vous m'avez confié des chiffres. Et il y en a un que je trouve assez important, c'est-à-dire depuis 2012, vous avez soutenu 1989 entreprises. Ça me paraît énorme. Oui, tout à fait. Et grâce à ça, on a aussi créé 3846 emplois. C'est énorme. Ce qui est quand même assez important. Sur l'année 2019, nous sommes à 300 entreprises oui, vous êtes en hausse chaque année. Voilà, on essaye d'augmenter. Alors bien sûr, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a vu qu'il y a une hausse de la création d'entreprises. Oui. Mais ces entreprises ont aussi besoin d'être accompagnées, d'être soutenues, que ce soit au niveau de l'accompagnement, du financement, du développement. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand j'entends Olivier Malcor, Gilles Chrétien parler effectivement d'inclusion, d'environnement, ce sont des sujets qui sont très importants pour nous, puisque nous, au quotidien, en fait, on est là pour soutenir ces entrepreneurs, donc ces entrepreneurs engagés. Absolument. Voilà, qui aujourd'hui veulent développer des activités, mais qui ont du sens pour eux, qui ont du sens pour la société, qui ont du sens pour leur territoire. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de projets en lien avec ces valeurs. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Émilie avec la Fourmilière 95, de Madame Abondo, pardon, oui. Excusez-moi d'écorcher son nom. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de projets et on soutient de plus en plus ce genre de projets. Et c'est très important puisque c'est vrai qu'il y a des organismes, mais nous, on a vraiment cette fibre voilà, sur l'entrepreneuriat engagé via notre réseau aussi France Active. C'est ça, d'accord. Alors, vous me permettez de rebondir justement avec Edwin Cohen et Timothée Fustek, puisque de ces paramètres environnementaux, territoriaux, sociaux, d'emploi et de gouvernance, vous en avez fait vraiment la clé de voûte de ce qu'on appelle l'ESS, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est justement parce qu'il y a des profils comme Gilles Chrétien notamment qui veulent travailler comme ça sur leur engagement, sur la transition écologique ou qui veulent vraiment travailler sur leur impact, qu'on développe aussi des programmes, notamment le programme Émergence qui est donc un programme de France Active national mais que nous on développe en région, que nous on développe sur 95.
Et donc on a une première promotion l'année dernière de 6 personnes émergées et qui ont cette volonté voilà, de monter leur projet, que ce soit sur travailler sur la transition écologique, qui veulent aussi travailler sur un modèle de gouvernance, parce que c'est aussi une démarche d'économie sociale et solidaire, d'inclure ses salariés par exemple, et qui ont envie voilà, de travailler pour un meilleur impact social et environnemental, en travaillant notamment aussi avec des personnes en situation de handicap évidemment ou vulnérables de manière générale. Donc là, nous lançons la deuxième promotion là, cette année, donc la candidature est ouverte. Est ouverte, donc, oui. Donc pour postuler, que faut-il faire? Vous pouvez aller sur le site de l'initiative ou également nous envoyer directement des mails, soit à Cohen ou à fustech@initiative95.fr et on vous enverra l'appel à candidature. Il est aussi en ligne sur le site de France Active, vous pourrez le trouver partout. Vous tapez Émergence Île-de-France sur Google et vous le trouverez. C'est ça. Alors, c'est vraiment votre réseau est vraiment là pour faire donc émerger des projets, on est bien d'accord, et puis ensuite les valider. En fait, on accompagne, ce programme, il dure entre 6 et 8 mois. Oui. Donc, il y a des ateliers collectifs réguliers pour voir les bases de l'entrepreneuriat, construire son business plan notamment, donc c'est vraiment un gros travail. Ça prend plus ou moins de temps, il n'y a pas forcément de création après 8 mois. Mais le but, c'est de travailler sur ces aspects-là en collectif, avec un coaching individuel entre chaque atelier pour s'assurer de la bonne compréhension de ce qu'on voit ensemble en collectif. Et évidemment, avec tout le réseau de l'Initiative 95, on peut mettre aussi en place des parrainages ou du suivi comme ça par des professionnels ou des entrepreneurs engagés pour accompagner les porteurs dans leur création. J'en profite. Timothée, oui, Fustech. J'en profite pour dire que donc on est soutenu par l'agglomération de Roissy Pays de France sur ce programme. C'est ça, oui. Elle nous soutient voilà, pour développer ce programme et on tient à la remercier. Oui, j'avais vu que vous étiez, je m'étais posé la question de à quel endroit se passait et j'ai vu que c'était dans l'agglomération de Roissy. Le programme est prévu justement pour les porteurs de projets sur ce territoire qui veulent lancer une activité entrepreneuriale autour des valeurs de l'engagement que nous avons pu définir et voilà, qui veulent avoir un impact social et environnemental positif sur la société et sur le territoire de Roissy Pays de France. Très bien. Oui, Edwin Cohen, si vous écoutez et que vous n'êtes pas sur le 95, c'est un dispositif régional, du coup vous pouvez tout à fait contacter la France Active de votre département qui a un programme d'émergence également et qui pourra vous accompagner. Oui, alors je voulais vous dire qu'il y a un autre projet dont vous allez nous parler qui s'appelle Propulse. Mais avant, je vais donner la parole à notre chroniqueur en communication, Étienne Barrier de Unique Production, qui vient d'arriver. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors Étienne, aujourd'hui vous allez nous parler des personas. Alors qu'est-ce que sont les personas? Effectivement, ça prend aussi des créateurs d'entreprise. En marketing, le persona, c'est en quelque sorte un client type. C'est une fiche très précise qui va être, par exemple, Michel, à tel âge, il fait tel type d'études, il vit dans tel type de ville, il a comme passion ceci ou cela, il aime faire ça aussi en plus, mais par contre, il va détester ça. Son poste est dans un certain type d'entreprise avec tel type de client. Il aime voir des vidéos ou lire des blogs, il aime lire tel type de livre, et puis il va être présent sur tel type de réseau social. En fait, il est très important de bien définir ces personas avant de travailler sur sa communication et son marketing, car ils vont influencer la manière dont on va communiquer, où on va communiquer et comment on va le faire. Oui. Pourquoi définir un persona? Vous allez me demander. En fait, en premier lieu, c'est pour segmenter notre communication. En effet, on ne va pas s'adresser de la même manière à une femme de 25 ans ou à un homme de 50. Et nos cibles ne se trouvent pas non plus sur les mêmes réseaux sociaux, ne consultent pas les mêmes sites internet. La fameuse ménagère de moins de 50 ans, c'est ça? Pas forcément. Mais ça peut être par rapport à un type de public, etc., un petit peu différent. Parce qu'en fait, il arrive souvent qu'on va se dire bah, moi je travaille avec tout le monde, ou alors tous mes clients, c'est toutes les entreprises. Mais dans ce cas, c'est beaucoup trop vague, et dire comment faire pour communiquer. Même si notre offre est accessible à tous, en fait, il va falloir segmenter. Et donc, dans les faits, vous avez sûrement une spécialité. Par exemple, un coiffeur ne peut s'occuper que des hommes ou que des femmes. On peut même être encore plus précis et dire qu'il ne va faire que les coiffures de mariage. Un photographe va peut-être se concentrer sur des photos de nourriture. Une entreprise de nettoyage uniquement dans les fins de chantier ou avec l'hôtellerie de luxe. Généralement, une entreprise va définir 2 à 3 personas. Parce qu'au-delà, ça devient beaucoup trop vague
et vous aurez du mal à vous adresser de façon cohérente et optimale à chacun. C'est en quelque sorte le client idéal. Une fois que vous l'avez identifié, vous pourrez alors communiquer, vous serez plus efficace, vous allez convertir plus facilement et en plus vous serez plus rentable dans vos actions de communication. Mais cela ne veut pas dire non plus que d'autres types de clients ne seront pas intéressés par vos services. C'est juste que vous allez cibler votre offre vers un certain type de client, celui qui est le plus à même d'apprécier votre offre, de la comprendre et vers qui vous allez avoir plus de facilité à rentrer en contact. Définir son persona, c'est aussi peut-être être plus impactant dans votre démarche, car vous connaissez bien les besoins et les attentes de votre client idéal. Du coup, vous allez travailler avec les mots-clés qui vont l'intéresser. Vous serez plus personnel et donc vous allez attirer l'attention de façon plus précise avec votre cible. Par exemple, si vous dites « Je suis une entreprise qui vend des climatiseurs aux entreprises et aux particuliers, je fais du bon travail et mes prix sont appréciés », je ne suis pas sûr qu'on va vous différencier des autres concurrents. Par contre, si vous dites « Je suis un spécialiste dans l'installation de climatisation pour les hôpitaux, nos clients apprécient le soin apporté à nos chantiers qui sont toujours très propres et notre réactivité », vous attirez l'attention de votre interlocuteur qui peut vous demander si vous travaillez également pour un autre type de client s'il n'est pas dans les hôpitaux. En fait, créer son persona permet donc de mieux communiquer en ciblant ses clients idéaux et en adaptant son discours à chacun sur chaque point de communication. C'est un moyen d'être plus efficace et de générer plus de profit. Merci Étienne pour ces conseils. J'espère que nos auditeurs vous auront entendu et nos conseillers en entrepreneuriat aussi également peut-être. Alors je vous redonne la parole Timothée Fustek et puis Edwin Cohen. Vous voudriez nous parler de l'accélérateur d'engagement Propulse. Tout à fait. C'est intéressant cette question des personas parce que c'est justement quelque chose d'assez important pour les entrepreneurs, notamment dans l'émergence, de définir leur cible. Et c'est une difficulté qu'on rencontre souvent parce qu'un porteur de projet peut avoir envie de dire effectivement j'ai envie de toucher tout le monde, mon offre elle est pour tout le monde. Et de recentrer leur cible, c'est toujours, à mon sens, une très bonne chose pour permettre déjà le lancement de leur activité, et même par la suite. Alors, j'imagine quand même que ça doit demander beaucoup de temps, il faut passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour arriver à réunir tous ces paramètres, vous ne croyez pas ? Je pense que ça dépend effectivement de la cible qu'on veut toucher, mais effectivement, actuellement, les réseaux sociaux sont un bon outil pour aller définir les personnes qu'on peut toucher. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend effectivement de la cible. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné par des professionnels qui ont effectivement cette expertise et qui ont cette vision, pouvoir nous donner des conseils pour éviter effectivement d'entamer des choses qui n'apporteraient pas grand-chose ou d'être sur une cible qui n'est pas perdre bonne, du temps ou brasser de l'air, quoi. De l'argent et puis du coup ça fragilise le projet aussi. Très bien, merci. Je m'adresse à Gilles Chrétien à nouveau parce que Gilles, je voudrais savoir, est-ce que on peut parler un petit peu du frelon asiatique? Oui, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous en dites, vous, de la vilaine bête? Le frelon, que dire du frelon? Je ne sais pas comment démarrer, j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne veux pas être alarmiste. Le frelon, c'est l'aptitude d'un territoire ou d'un pays à agir en temps voulu. Le frelon, il a été introduit, il y a 3 reines qui sont arrivées de Chine, dans des poteries chinoises, il y a 20 ans. Sur un territoire, ah oui, il y a déjà 20 ans. Oui, dans le sud de la France. Il suffisait d'agir, il suffisait de décider, et on aurait pu éradiquer le frelon il y a 20 ans sur un territoire. Oui. Aujourd'hui, il va passer la frontière allemande. On est en train de parler d'un autre problème en ce moment en Chine, qui a la même, qui est peut-être plus grave. Oui, tout à fait. Bon. Après, pour les agriculteurs, le frelon, c'est une perte de chiffre d'affaires. Oui, parce que je crois qu'il est très virulent sur les... C'est un carnassier extrême. Il est capable de disséminer un essaim qui est incapable de se défendre. Ah oui. Autant l'abeille chinoise sait se défendre, elle a appris en 200 ans, en 300 ans. Et c'est ça, parce que 20 ans, c'est pas suffisant pour que l'abeille européenne s'adapte. L'abeille sait se défendre contre le frelon européen, elle est habituée, le frelon européen est dans l'écosystème. Le frelon asiatique n'a rien à faire dans l'écosystème européen. Donc il a été introduit, s'est développé, il est arrivé en Île-de-France il y a quelques années.
On n'en a pas trop vu cette année, mais c'est exponentiel. Quand il est là, il ne s'en va pas. Sauf si on agit et on sait agir. Voilà. Alors, il y a une réglementation qui est sortie il y a 2 ans au niveau des territoires. Les particuliers ont l'obligation de signaler et de faire détruire les frelons. Hein. Comme je dis, encore faut-il les identifier. Alors, on sait les identifier. C'est une grosse bête, c'est un diesel, il n'est pas véloce. Je dis, il y a 2 métiers d'avenir pour vraiment imager mon propos. Le premier, c'est destructeur de frelons, dessin de frelons asiatiques. Et toutes les sociétés de dératisation se sont reconverties à la destruction des frelons. Ah oui. Et depuis quelques années, c'est un métier qui rapporte. Ah oui, d'accord. Ça reste assez cher. Parce qu'il y en a autant que ça. Il y en a énormément. D'accord. Chaque année, c'est fois 3, fois 5 d'une année sur l'autre. Imaginez, hein, c'est exponentiel. Ah, hein. Et puis le deuxième métier d'avenir que j'aime bien, j'adore en parler, c'est installateur de toilettes sèches. Ah oui. Alors, ne voyez pas juste la toilette sèche, vous voyez le cheminement derrière vis-à-vis de l'eau, utiliser de l'eau potable. Oui, toujours votre souci de l'environnement. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. C'est pas pour demain, je pense, malheureusement. Alors, il faut que ce soit pour demain. Si vous allez sur le site agrovalo.fr, vous verrez agir pour les quartiers, pour la ville, et puis pour demain. J'ai une autre question à vous poser, Gilles Chrétien. Quel est le coût d'une installation pour installer une ruche dans une entreprise? Une moyenne, un rucher. Alors, un rucher, on dit il faut au moins 3 ruches. D'accord. Sachant que vous perdez un tiers chaque année. Enfin, alors attention, quand je dis chaque année, c'est une statistique, c'est une moyenne. Oui, c'est ça. Si vous installez une ruche, la personne, que ce soit un particulier ou une entreprise, elle a quand même des chances de perdre son essaim et elle va tout perdre. Donc on dit qu'il faut installer 3 ruches. Comme ça, si vous perdez une ruche, il vous en reste 2. Avec 2, vous pouvez redémarrer un nouvel essaim. Voilà. Donc on démarre 3 ruches sur les sites où on installe des ruchers. Et ça coûte entre 5 et 8 000 euros. D'accord. Alors, c'est sur l'année apicole complète. Et ça comporte un suivi mensuel, on va dire. C'est ça, j'allais vous demander, vous faites un suivi. Tout à fait. On est sur le rucher. Alors, notre spécificité, c'est que c'est pas un rucher. Le chef d'entreprise est content, il a son rucher, il peut communiquer. C'est important de communiquer, mais bon. Il peut offrir ses pots de miel. Alors, il aura ses pots de miel en fin d'année. Il est propriétaire de tout le miel. On met en pot. Mais ce qu'on fait surtout, et c'est ce qui nous distingue, c'est qu'on emmène les collaborateurs au rucher. Et avant de les emmener, on leur explique ce qu'est l'apiculture, ce qu'est l'abeille, ce qu'est un rucher, les mesures de sécurité. Et après ça, on les emmène au rucher, on les habille, on les emmène au rucher et ils pratiquent et ils apprennent l'apiculture. Notre ambition, c'est que les gens qui le peuvent, une fois rentrés chez eux, ils aient envie d'avoir leur rucher. Oui, de faire la même chose chez eux. Au bout, on dit, on ne vend pas de miel, faites votre miel vous-même. Mais on va vous accompagner, on va vous montrer en entreprise. Et donc c'est ce que vous vivez, c'est-à-dire que les gens, du coup, font appel à vous pour installer chez eux. Tout à fait. Très bien. On est bien content de leur apprendre. Ici, j'ai croisé une dame. Elle dit, oh, mais comment je fais pour installer un rucher? Vous pouvez me donner la liste des équipements. Voilà. Donc je suis très content. Donc on peut vraiment dans son jardin, on peut installer. Les apiculteurs sont contents de le faire. Si vous avez un apiculteur près de chez vous, parlez-lui. Allez le voir, allez au rucher, il sera content de montrer son activité, de montrer ses abeilles. Est-ce que ça ne demande pas quand même trop de temps ou non. Trop de précautions? On est présent au rucher parce que finalement ce sont des ruchers écoles, c'est pour apprendre. Mais l'abeille était là avant nous. Oui. Je ne sais pas si elle sera là après nous, mais elle n'a pas besoin de nous. Oui. C'est nous qui avons domestiqué l'abeille. D'accord. Pour la rendre conforme à nos besoins. Non, mais par exemple, une idée me vient comme ça, quand il y a du gel, que se passe-t-il pour le rucher? Il faut faire attention au climat. L'abeille, finalement, elle ne craint qu'une seule chose,
elle ne craint pas le froid, elle craint l'humidité. Ah, d'accord. Voilà. Donc, mais elle est capable d'aérer elle-même la ruche. Sa ruche. Voilà. Et puis de tempérer sa ruche. Nous, les ruchers, puisqu'on a des ruchers en propre, on les conduit sans ouvrir, à la vue, au son et à l'odeur et à l'observation. Très bien. Ce que je voudrais dire, la ruche, c'est du contemplatif. C'est ça. Vous pouvez rester devant un rucher au trou d'envol et vous observez. Et vous arrivez à comprendre ce qui se passe dans la ruche en observant le comportement. Les différentes fonctions. Et... Exactement. Vous savez si elle est à bonne santé uniquement par la manière dont les butineuses sortent ou pas de la ruche. Là, les abeilles sont sorties hier. Oui. Je répète, c'est absolument pas normal. Elles ont rentré du pollen, vous imaginez? D'accord, ouais. C'est pas normal, mais en même temps, ça fait plaisir, j'imagine. Non, parce que que va-t-il se passer ah oui, si la température chute. Au printemps et cet été. Elles vont être décalées, vous pensez? Elles seront décalées, elles seront perturbées. Et les abeilles qui sont là sont des abeilles d'hiver, ce ne sont pas des butineuses. D'accord. Voilà. C'est ça, il y a tout un... Oui. Il faudrait que vous reveniez pour nous faire un cours. Merci Gilles Chrétien. Je redonne la parole à Olivier Malcor, donc on en a parlé rapidement. Vous allez être exposant au Salon Effervescence. C'est la première fois, Olivier, pardon. Oui. C'est la première fois que je suis exposant, oui. Ça fait quelques années que je vais au Salon Effervescence. Et c'est la première fois que je suis exposant. Vous avez souhaité être carrément exposant. Oui. Pour quelle raison? Alors déjà pour accompagner le salon, en fait, très honnêtement. D'accord. Parce que c'est un salon qui mérite cette chance-là. Enfin, pas la chance que j'ai sois, mais oui. La chance d'y aller. Mais aussi la chance de... bon, voilà. Ça c'est fait. Et non, c'est un salon qui est intéressant, très honnêtement. Il y a deux raisons. La première, elle est quand même purement commerciale, c'est-à-dire que ça va permettre de faire une journée de prospection. Oui, absolument. Absolument. C'est comme ça que moi j'ai connu Étienne Barrier sur le salon Effervescence l'année dernière. C'est quand même une journée de prospection. C'est une journée de prospection en plus agréable. C'est qu'on retrouve aussi des réseaux qu'on côtoie. C'est potentiellement la rencontre de nouvelles personnes, mais aussi passer un moment avec d'autres entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ça reste une vie passablement solitaire. Et des moments comme ça permettent de ressortir, de parler, de partager, de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre certaines difficultés, de partager aussi beaucoup de victoires et de bonnes pratiques, de choses comme ça. Donc il y a et la prospection et le lien aussi. C'est ça. Le fer de lance, je crois, de ce salon Effervescence, c'est de découvrir peut-être des fournisseurs qui sont à proximité alors qu'on l'ignorait totalement en fait. Oui, c'est le côté local, c'est ça. Industriel et services beaucoup. Très bien. Merci en tout cas, merci à tous les 5. Notre émission va se terminer. Donc je rappelle que je recevais Amel Guédoum, responsable développement et partenariat de Initiative 95, Edwin Cohen et Timothée Fustet, conseillers en entrepreneuriat engagé, Gilles Chrétien, fondateur et dirigeant de Happy Sophora, et Olivier Malcor, gérant du cabinet d'assurance Olivier Malcor à Pontoise. Alors on va faire un petit mot de conclusion par invité. Amel Guédoum, un petit mot de conclusion. Écoutez, je vous remercie infiniment, en tout cas, de nous avoir reçus et de pouvoir présenter nos métiers, ce qui nous tient à cœur, les différents dispositifs mis en place sur l'entrepreneuriat engagé. Alors, on n'a pas eu le temps trop de parler de Propulse, d'expliquer... Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais vous allez nous en parler en conclusion. Juste de petits mots. C'est vrai. Et le lien aussi avec Gilles. Il faut que vous reveniez aussi. Pourquoi Gilles était là aussi aujourd'hui, puisqu'il a participé à ce programme grâce aux valeurs qu'il partage. Et c'est très intéressant effectivement de partager ces moments-là avec vous. Merci à cette radio, parce que je sais que vous vous impliquez énormément, toute l'équipe s'implique énormément pour ce projet-là. Et puis, on est aussi partenaire du Salon Effervescence, donc si certains sont intéressés, allez-y, il reste encore des places. J'ai fait partie du COPIL hier, donc vous pouvez toujours prendre un stand. Sachant que jusqu'à la fin du mois, l'adhésion est l'inscription est à 200 € et qu'après le 1er mars, ça augmente. C'est ça, et il y a un tarif préférentiel pour les adhérents des différents réseaux, donc on est plusieurs réseaux. Donc voilà, pour les adhérents de ces réseaux-là, de ces clubs d'entreprise, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. Donc c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. De l'année. Merci Amel Guédoum. Alors,
Timothée Fustek et Edwin Cohen. Alors parlez-nous, oui, de Propulse. J'allais oublier de vous redonner la parole à ce sujet. Merci pour l'accueil tout d'abord. Et effectivement, pour conclure, ce qu'on peut dire à propos de Propulse, et je pense que c'est une réflexion, les éléments qu'a pu présenter Gilles Chrétien, c'est des réflexions qu'on peut tous avoir au sein de nos structures. Et le dispositif Propulse, il est dédié aux entreprises, donc aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui veulent s'engager, qui n'ont pas forcément, qui ne savent pas forcément par où commencer. Et nous, grâce à une série d'ateliers collectifs et de réflexions plus en individuel, on va les accompagner justement sur tous les éléments de l'engagement qu'on a pu citer, la gouvernance, l'impact social et environnemental positif, comment impliquer ses salariés. C'est en fait ce genre de choses qui vont permettre de développer l'économie sur le territoire. Et en fait, cet engagement, il va permettre de trouver de nouvelles opportunités. C'est ça. Et ça va leur permettre d'accroître leurs bénéfices commerciaux, carrément, puisque c'est quand même le but d'une entreprise. Cette richesse qu'ils vont créer sur le territoire, c'est une richesse qui va revenir aussi à l'entreprise, puisque en fidélisant ses salariés, en ayant des liens de proximité avec ses partenaires, que ce soit fournisseurs, clients, c'est en fait ces actions-là qui vont permettre de développer l'entreprise sur le long terme et pas sur une optique court terme. C'est ça, sur un one-shot en fait. Voilà, là l'objectif c'est vraiment de viser loin et de viser le développement de l'entreprise, mais pas seulement de l'entreprise, et la pérennité. Aussi son environnement, son territoire. Très bien. Merci Timothée Fustek. Edwin Cohen, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci en tout cas à tous. Et pour votre écoute également. Donc oui, j'aimerais bien insister sur le fait que si vous voulez vous lancer dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner parce que c'est aussi une aventure qui peut être difficile, très enrichissante certes aussi, mais on n'a pas toujours toutes les billes, toutes les clés. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir aussi on peut rien que répondre à vos questions et vous accompagner. On est très sur le territoire, on est à Cergy, notamment à Argenteuil et à Sarcelles. Donc on essaie aussi d'être en proximité comme ça pour accompagner et répondre aux besoins des territoires en travaillant sur la proximité avec les porteurs. Oui, je rappelle donc que l'incubateur émergence entrepreneuriat engagé s'adresse aux porteurs d'entreprises engagées et que Propulse est là pour le renforcement de son entreprise. J'ai bien résumé. Effectivement, donc on invite les entreprises sur le Val d'Oise. En fait, vous arrivez à répondre à l'ensemble de l'entreprise. Effectivement, l'objectif, pour résumer pour l'initiative, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les associations à toute étape de leur parcours et de les aider justement à développer le Val d'Oise, développer l'économie sur le Val d'Oise. Merci à tous les deux. Gilles Chrétien, un petit mot de conclusion. Merci à IDFM. J'étais ravi de partager mes convictions. Merci. Alors merci à Initiative 95 quand même, je voudrais les remercier. Apis Sephora a participé donc au programme Propulse. C'était une évidence pour nous par rapport à ce que j'ai expliqué, c'était une évidence. Alors les conséquences pour moi ont été doubles. Propulse m'a permis de rencontrer d'autres entreprises engagées avec les mêmes convictions, la même approche, la même volonté de lien social. Et finalement, ça a débouché sur quelque chose de formidable. Et on a eu encore une réunion hier. On a créé un groupement d'entreprises, AgroValo. D'accord. AGROVAL2O. Oui. Agro comme agronomie, Valo comme valeur et comme Val d'Oise. Et en fait, ces entreprises maintenant ont monté des offres envers les entreprises, les grandes entreprises, mais également envers les promoteurs. D'accord. Nous sommes prestataires, nous sommes capables d'installer des îlots verts au sein des quartiers, dans les villes. Alors, oui, vous participez à la végétalisation aussi. À la protection de l'environnement et permettre du lien social dans les quartiers. Si les promoteurs jouent le jeu, quand ils construisent des habitations, la réglementation impose 2 parkings par appartement, mais n'impose rien au niveau environnement. On aimerait bien que les promoteurs installent en plus des parkings
des îlots verts, du poulailler, des potagers, de l'éco-pâturage, des composteurs. Ah oui, ça va très loin. Voilà. Ouais. Donc on a monté ce groupement qui va être lancé. Voilà. Et puis la conséquence, c'est qu'on est à la recherche j'en profite, d'un commercial sédentaire. Ah, très bien. Voilà, je pensais faire ça dans 2 ans, ben, vous voyez, ça nous a propulsé, y compris dans la recherche de partenaires, mais également de salariés. Voilà. Et je serai à Pissefera et à Gros-Valo seront au salon Effervescence. Très bien, voilà. Donc parfait, on pourra vous y retrouver. Merci à vous. Olivier Malcor, très vite, quelques petits mots de conclusion. Merci. Merci pour l'accueil. Je vous en prie. Non. Merci pour le petit mot, ça va bien se passer quand même au début. Est-ce que j'ai répondu à votre attente? Non, c'est parfait, très rassurant. Tout à fait à l'aise, moi je suis parti pour 3 heures. Bien. Non, merci beaucoup. L'entrepreneuriat, ça reste. On va avoir des problèmes avec Philippe alors. Non, mais c'est ça. L'entrepreneuriat reste une vocation qu'on peut faire humainement, y compris avec les clients. On peut vraiment les accompagner, on peut vraiment les écouter. Malgré des domaines d'activité qui peuvent avoir des réputations un peu difficiles, c'est toujours possible. Et puis merci d'avoir permis à un papa d'entendre ses garçons qui lui disent « mais tu vas être célèbre alors ?» Ah, très bien, formidable. Bien, bah, écoutez, moi, ma conclusion, c'est que je pense qu'il faut que vous reveniez tous, hein, parce qu'il y a sûrement en matière encore à parler de toutes vos actions qui sont formidables. Donc, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la poursuite de votre activité. Demain, vous retrouverez Florence Sueur qui animera le bar de l'économie. Et moi, je vous retrouve vendredi pour un nouveau bar de l'économie. D'ici là, portez-vous bien. Voilà. Bravo. Bonjour, toi. La photo, alors. Ah oui, vous avez la photo. Ah ouais, on n'oublie pas la photo. Qu'est-ce que t'es belle. Comment tu t'appelles? Bah c'est Jacqueline qui voulait nous faire une photo. Je fais la photo. Comment?